souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo@gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande. Bonjour à tous, bienvenue dans ce magazine sur Top Congo FM. Très heureuse, fidèles auditeurs, de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro de Top Santé. Le cancer de la prostate, réel problème de santé publique à travers le monde, constitue un grand défi. La maladie représente 24% des cancers masculins. Rare avant 50 ans, son incidence augmente progressivement avec l'âge. Cancer de la prostate, quels sont les signes, les causes et le traitement? Pourquoi est-il si important d'en parler? Nous allons donc poser les différentes questions à notre invité du jour, c'est le professeur Christophe Sivandira. Il est cancérologue. Professeur, bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Comment allez-vous? Je vais très bien madame. C'est un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui après quelques mois. Oui, on s'est vu dernièrement ici au début du mois de janvier. J'avais envie de revenir ici pour compléter les informations que je n'ai pas eu l'occasion de transmettre ce jour-là quand j'étais là. Voilà, aujourd'hui nous parlons du cancer de la prostate, une maladie qui affecte principalement l'homme. Alors, pourquoi est-il si important d'en parler aujourd'hui? Ah oui, bon, je suis le professeur Christophe Sivandira, je suis oncologue et je suis chirurgien. Pourquoi je suis professeur? Parce que j'enseigne à l'université. Pourquoi je suis médecin? Parce que j'ai fait des études médicales et j'ai passé toute ma vie presque en Europe, en Allemagne. Et je me suis décidé de rentrer au pays et c'est là où nous avons commencé à ouvrir nos institutions. Nous nous occupons du cancer dans la prévention, dans le traitement et dans le diagnostic d'une façon générale. Mais aujourd'hui, comme vous l'avez signalé, madame, nous allons parler du cancer de la prostate. Comme vous l'avez dit encore, c'est un grand défi dans l'humanité tout entière, non pas seulement ici chez nous au Congo, mais dans le monde entier. Parce que jusque-là, le cancer de prostate, qui fait partie des cancers les plus fréquents dans le monde entier, nous n'allons pas cesser de le marteler toutes les fois que le cancer tue et qu'il ne donne pas les symptômes dont on pourrait bel et bien le qualifier et le diagnostiquer d'un seul coup, parce que les symptômes ou les signes de cancer, et encore le cancer de prostate, c'est presque comme les symptômes d'autres maladies qui pourraient exister, qui n'ont rien à faire avec le cancer. Alors il y a toujours un spécialiste qui est là, qui sait différencier les choses et qui sait les prendre en main pour que on puisse trouver la maladie et la soigner, surtout avant le temps. Mais pourquoi est-il si important d'en parler aujourd'hui? Parce que nous avons constaté que dans les chiffres statistiques qui sont donnés dans le monde entier, les cancers prennent de plus en plus une ampleur qui est considérable. Peut-être c'est lié à la durée de vie. Les gens vivent encore beaucoup plus parce que la science et la vie sociale des gens s'est améliorée considérablement. Les cancers qui, normalement, ne se faisaient pas diagnostiquer parce que les gens mouraient bien avant les temps, se font maintenant voir. Alors que c'est très important qu'on en parle aujourd'hui parce que c'est un fléau qui peut toucher tout le monde. Ça peut toucher surtout les populations les plus pauvres. Et encore ici, chez nous au Congo, je crois que c'est un sujet qui est à la mode et je ne vois pas pourquoi on ne peut pas en parler maintenant. Alors, nous parlons du cancer de la prostate. Je l'ai dit, c'est quoi la prostate et elle est située où exactement dans le corps humain, chez l'homme précisément? Ok, la glande de la prostate, c'est un organe qui a une grandeur, disons ici chez nous, le noix de palme, les gens peuvent avoir une idée de correspondance, qui se trouve juste en dessous de la vessie et à la termination de l'organe sexuel masculin. Et au-dessus, nous trouvons les muscles, ce qu'on appelle les muscles sphincters internes. On va dire pourquoi. Ils sont très importants. Et en dessous, on a les muscles sphincters externes qui jouent des rôles différents. Les muscles sphincters internes, ils contrôlent le passage de l'urine à partir de la vessie qui passe par l'urètre qui traverse lui aussi la prostate pour continuer son chemin vers le dehors. Il contrôle cet effet automatique de façon qu'il ne peut s'ouvrir que si la vessie elle est pleine ou bien elle contient une certaine quantité d'urine. Alors, on ne le commande pas.
il ne donne aucun signal. Seulement quand la vessie est pleine, l'urine passe. Alors, il y a le muscle sphincter externe qui est en dessous. C'est celui qui nous donne la sensation d'aller faire urine quand le sphincter interne a déjà fait passer l'urine. Alors, il se trouve dans le petit bassin, juste derrière l'organe terminal du tube digestif qu'on appelle le rectum. Il est très accessible à cette place-là, mais aussi dans le périnée, donc la partie la plus basse du corps humain, entre les deux jambes, entre l'ouverture inférieure du tube digestif pour les hommes et le début de l'organe sexuel masculin. C'est là où il se trouve. Et quelle est sa fonction? La glande, elle a une fonction qui est très vitale. Pourquoi? Parce que c'est une glande qui active les cellules, les spermatozoïdes, donc la sémence masculine. Vous voyez, madame, les spermatozoïdes ou les sémences masculines, elle est produite par les organes qui sont extérieurs des boules qu'on appelle des testicules, et ils sont traversés, ils sont transportés par des canaux qu'on appelle les canaux déférents des deux côtés, et ils viennent aboutir dans la prostate, juste en dessous des vésicules séminales. Les vésicules séminales, ce sont des petites poches dans lesquelles se concentre le liquide qui permet le transport des spermatozoïdes vers leur destination finale, c'est-à-dire l'organe féminin qui est créé pour la procréation. Mais la prostate, elle a pour rôle de sécréter un liquide qu'on appelle liquide prostatique, qui a pour fonction de stimuler, de donner la vie aux spermatozoïdes afin qu'ils puissent être plus virulents et plus actifs pour remplir leur rôle. Mais aussi, il y a aussi dans les liquides là-bas d'autres substances comme la 5-alpha réductase, qui est aussi un élément très important, qui font que cet organe est primordial. Si les hommes n'avaient pas de prostate, leur vie sexuelle et la reproduction ne seraient pas possibles, madame. Mais qu'est-ce qui cause alors la prostate, le cancer de la prostate? Bon, d'une façon générale, commençons d'abord peut-être par souligner certaines caractéristiques d'un cancer en général. Un cancer, c'est un groupe de cellules qui se sont détachées du contrôle humain, qui ont certaines caractéristiques. 1. Ils se multiplient d'une façon chaotique. Se divisent d'une façon désordonnée, pas comme l'organisme le prépare. 2. Ils vont à l'envers du contrôle de l'organisme. Cela veut dire qu'ils le font d'une façon volontaire comme il le veut, non pas comme l'organisme l'aurait bien voulu. 3. Ils consomment une grande quantité d'énergie et de ressources qui peuvent faire vivre les autres cellules du corps. C'est pourquoi les gens qui ont un cancer, en général, ils maigrissent et ils meurent de ça. 4. Le cancer sécrète des toxines qui détruisent l'organisme et qui fait comme il donnait un poison dans l'organisme pour qu'il puisse le tuer. 5. La cellule cancéreuse construit ses propres vaisseaux, on appelle ça angiogénèse. Il construit ses propres vaisseaux pour se nourrir. Le cancer se nourrit de sucre en grande quantité. Il y a aussi le glutamate qui est là, mais c'est le sucre généralement qui le nourrit. Alors, il doit atteindre l'artère le plus proche pour avoir accès au sucre, le glucose qui se trouve dans le sang, et chacun de nous a de sucre dans le sang. 4. La cellule cancéreuse a une capacité de mettre au monde, cela veut dire de se disperser en dehors de la place où elle est pour aller créer des autres sources, des autres foyers pour augmenter sa puissance et pour cela, pour pouvoir tuer la personne. Ça, c'est le cancer. Alors, le cancer de prostate, il vient comment? Nous devons d'abord souligner un fait que la prostate elle-même, comme organe, elle est soumise à d'autres hormones, et surtout l'hormone masculin qu'on appelle la testostérone, qui fait qu'un homme soit un homme et une femme soit une femme. Et ils dépendent beaucoup plus aussi, les testicules dépendent beaucoup plus de notre organe qu'on appelle l'hypophyse, qu'on trouve dans les cerveaux, et encore de l'hypothalamus qui se trouve encore dans l'étage supérieur. Et ce sont eux qui contrôlent la production de la testostérone. La testostérone donne à l'homme le caractère qu'il a, agressif, massif, avec des muscles qui se construisent, un caractère un peu belliqueux, la barbe qui lui pousse et la forme qu'il a. Nous allons y revenir après. Alors, il a comme fonction de stimuler la prostate à produire son sucre, donc son liquide, qui est nécessaire pour que la reproduction des spermatozoïdes soit correcte. Quand les cellules sont stimulées d'une façon excessive, et surtout tout au long de la vie, ils commencent à perdre leur fonction comme il le faut et à s'agrandir.
et on appelle ça une hypertrophie bénigne de la prostate, mais encore, ils perdent carrément leur facilité de pouvoir nourrir les spermatozoïdes et les cellules se dégénèrent en donnant naissance à ces cellules qui se contrôlent d'une façon, qui se multiplient d'une façon incoordonnée qu'on appelle le cancer. Le cancer tue, madame, et on doit toujours le manifester et on doit toujours en parler pour que les gens puissent en prendre conscience et éviter la mort inutile. Mais la maladie évolue sournoisement. Comment reconnaître les signes? Ah oui, madame, parce que nous avons parlé du temps qu'il faut pour que la maladie puisse se déclarer. On peut dire que c'est une maladie qui est liée à l'âge. Pourquoi? Parce qu'il faut du temps pour que la testostérone qui prend son apogée dans l'adolescence, entre 14 et 15 ans, quand la vie sexuelle du jeune homme devient un peu plus active, mais qui évolue toute la vie de l'homme. L'homme, même dans l'âge le plus poussé, 90 ans, il est à mesure toujours de procréer, peut-être pas d'une façon parfaite, mais il est à mesure de le faire. Alors, en stimulant les cellules de la prostate, il y a une augmentation du volume qui fait que la prostate, elle se dilate. Quand elle se dilate, la prostate, elle est couverte par une capsule. C'est comme on l'a dit comme noya indica, bakango. Donc, ce qui est espace et ce qui est kende musika, donc eya munene, la place la plus proche qu'il trouve, c'est l'urètre qui fait un tuyau qui passe par là, alors il le coince. Et alors, c'est comme ça qu'on commence à voir les signes de la maladie, dont je vais vous parler tout de suite en citant certains points. Mais encore disons que le fait que ces signes soient là, cela ne veut pas dire ipso facto que la maladie, elle est là. Parce que il y a une autre forme de cette hypertrophie de la prostate que nous disons que c'est l'hypertrophie bénigne de la prostate, qui n'est pas un cancer, mais qui demande aussi une suivi parce qu'il arrête le passage de l'urine. Donc le premier signe dont on a parlé, c'est on va trouver ça, c'est surtout les femmes qui se plaignent. Elle ne peut pas dormir parce que l'homme, il se lève plusieurs fois, il va aux toilettes, il va faire pipi. Pourquoi? Parce que quand la vessie n'est pas en mesure d'expulser toute la quantité de l'urine qui est accumulée dans la vessie, parce qu'elle vient des urétères, les urétères se trouvent au niveau de rein. Nous allons en parler, les conséquences d'un cancer qui n'est pas bien soigné, qui n'est pas bien suivi. Alors, la vessie se remplit très vite parce qu'il y a toujours un reste d'urine qui reste dans la vessie qui ne peut pas être expulsé, même par force, par contraction. Vous voyez, madame, quand on était encore très jeunes gens, on pouvait pisser un peu à 1 mètre ou à 2 mètres plus loin. Bon, ça faisait partie un peu des jeux de l'enfance. Pourquoi? Parce que le chemin, il était toujours ouvert, il était toujours libre. Mais quand on prend de l'âge, on voit que le jet de l'urine, il n'est plus aussi fort. Si bien que, par exemple, on parvient à pisser à quelques centimètres de soi. Et si on ne fait pas attention, on peut aussi salir la cuve. Donc, le premier signe qui est là, c'est le fait que, d'abord, le malade a ce qu'on appelle une pollacurie. Cela signifie il se lève, il doit aller, surtout la nuit, il doit aller plusieurs fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, même 10 fois, même 20 fois aux toilettes pour aller pisser. Et la quantité d'urine qui sort, elle est trop petite. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours ce blocus de l'urètre qui est là. Alors, avec le temps, comme on peut le trouver, cette capacité, elle devient de plus en plus petite, si bien que le malade peut aller jusque-là régulièrement, jusqu'au moment où l'urine va bloquer. Alors, quand le malade veut aller aux toilettes, il se tient devant la cuve, ou bien il va aux toilettes, ou bien dans la bourse, je ne sais pas où, il veut faire pipi, mais l'urine ne sort pas. Surtout, c'est après un état de stress qui s'accumule parce que les muscles lisses de sphincter, ils sont régis par un système automatique qui est lié aussi à notre état émotionnel. Alors, le premier signe, comme l'avons dit, c'est l'urine qui passe d'une façon en très petite quantité. Le malade doit aller aux toilettes plusieurs fois. Mais aussi, il y a les infections qui sont suivies parce que quand l'urine, il est bloqué, il ne peut pas sortir de la vessie. Il y a les bactéries qui s'y mettent. Il y a beaucoup d'infections d'urine qui sont suivies. En d'autres, il y a aussi de temps en temps que quand il va aller faire pipi, l'homme, il y a du sang qui sort. Pourquoi? Parce qu'il y a une blessure de la muqueuse de l'urètre qui est là. Mais encore beaucoup plus, il y a un risque d'une insuffisance rénale qui se fait que quand l'urine descend
dans la vessie, elle ne trouve pas de place pour aller, elle rentre vers les reins, et les reins qui devraient sécréter l'urine ne sont plus à mesure parce qu'ils sont afflués par l'urine, et cela conduit à une insuffisance rénale et qui est aussi mortelle. Sinon, on vous fait une dialyse qui doit prendre toute la vie, et ça, c'est une catastrophe. C'est pourquoi on doit parler de cette maladie, madame. Et à quel moment l'on peut s'inquiéter ou consulter un neurologue? Bon, le problème qui est là, c'est que statistiquement, on parle de l'âge d'environ 50 ans. Mais nous avons constaté que cela n'est pas quasiment vrai. J'ai eu des malades des patients qui avaient 40 ans, qui avaient déjà un cancer de la prostate, surtout quand c'est génétique, héréditaire, familial. Il y a aussi des publications qui parlent des jeunes gens de 30 ans. Donc, vous voyez que les maladies cancéreuses, ils prennent de l'ampleur et ils s'approchent de plus en plus à bas âge. Et pourtant, ce sont des maladies qui, dans les temps, est-ce que c'est pas l'environnement ne constitue pas un facteur? Oui, bien sûr qu'il y a plusieurs éléments qui peuvent causer que la maladie puisse exister. D'abord, vous avez bien parlé, l'environnement. Les gens qui sont beaucoup plus exposés à des substances toxiques, nous parlons par exemple des gens qui travaillent aux pompes d'essence. Ils ont accès au plomb. Le plomb se trouve dans la benzine, avec cette odeur-là de la benzine, de l'essence qu'ils respirent à tout moment. Ça, c'est un. Il y a aussi nos policiers que nous devons, un problème auquel nous devons nous enquérir. Ils conduisent la circulation, madame. Ils doivent régler la circulation. Ils respirent une grande quantité de ces produits qui sortent des échappements des voitures. Il n'y a pas de procédure de protection de notre personnel, de notre police, les services routiers. Je crois qu'il devrait y avoir une possibilité de pouvoir aussi regarder à ce côté-là. Les policiers, en général, il y a quelqu'un qui a fait des études là-dedans. Ils ont des cancers qui prédominent, c'est le cancer de poumon et le cancer de la prostate. Ce sont les deux cancers qui sont aussi très prédominants chez les hommes. Bon, bien sûr qu'il y a des dames aussi qui conduisent le mouvement en cas de circulation où il y a des embouteillages. Mais peut-être qu'il y a un système, les Européens, ils ont fait ça. Ces policiers se remplacent toutes les 10 minutes. Il y en a tout un troupe, là, 10 minutes, on les change, on met un autre pour que la personne... Et les dames ne sont pas exposées. Elles ne présentent pas de cancer. Les femmes n'ont pas de prostate, madame. Mais, non. Mais bien sûr qu'elles sont exposées par d'autres cancers. Elles sont exposées aux mêmes produits. Oui, bien sûr, madame. Et ce sont les produits toxiques, et le cancer de sein, le cancer de col de l'utérus, les leucémies dont on parle très, très difficilement, le vieillissement précoce avec des toxines qui s'accumulent dans l'organisme. Alors, il y a l'âge de 50 ans qui est là, qui est pris comme modèle, mais il y a des âges qui sont un peu plus bas. Il y a l'environnement dont vous en avez parlé. Nous sommes heureux que nous sommes encore au Congo, où l'environnement n'est pas aussi pollué comme est pollué l'environnement européen, ou bien les pays industrialisés comme la Chine et les autres pays. Il y a la race qui joue un rôle très important. La race noire, elle est beaucoup plus exposée et héréditaire, génétiquement disposée à attraper le cancer de prostate plus que la race blanche et encore moins la race jaune. Les gens qui attrapent moins le cancer de prostate, ce sont les Japonais. Pourquoi? C'est lié à leur alimentation, dont vous en avez parlé. L'alimentation joue un rôle très, très important. Les sucres et les huiles saturées, ils jouent un rôle très important pour l'évolution des cancers en général, mais encore chez l'homme du cancer de la prostate. Mais il y a aussi la vie sexuelle qui est derrière. Bon, c'est un élément, peut-être qu'on pourrait en parler un autre jour, mais c'est un élément très important. Il a été démontré, madame, que les hommes qui ont la vie sexuelle épanouie souffraient moins de cancers, presque jusqu'à 20%, moins que ceux qui vivent longtemps dans l'abstinence. Des cancers de la prostate ou des cancers de façon générale? Le cancer de la prostate, madame. Mais il a aussi, entre-temps, été prouvé que les homosexuels ils attrapent beaucoup plus le cancer de la prostate que ceux qui font la vie conjugale d'une façon hétérogène. Donc, cela est très important. Madame, nous avons ouvert une clinique oncologique à Goma et nous voulions l'appeler la clinique du pasteur. Pourquoi? Parce que nous avons constaté que la plupart de nos premiers malades, c'était des pasteurs protestants, s'il faut le dire. Alors, il y a une certaine habitude qui s'installe. Je ne suis pas prédicateur, je n'en parle pas, mais c'est un constat que plus la femme avance en âge, plus l'appétit d'être avec son mari diminue. Et ces hommes-là, ils ont encore leur façon de pouvoir vivre
la vie sexuelle. Mais ce sont des pasteurs, madame. Ils ne peuvent pas aller en dehors comme les autres qui n'ont pas responsabilité civile et associée à cela. Donc, il s'avère que ces hommes-là, ils sont frustrés en eux-mêmes et le cancer se développe beaucoup plus chez eux que peut-être beaucoup plus chez les autres personnes. Parce que ceux qui ne sont pas en restriction de moralité et qui ne sont pas à première vue, ils vont aller carrément rencontrer d'autres partenaires en dehors du mariage. Bon, mais les pasteurs les font mal avec ce point-là. C'est pourquoi même notre clinique que nous avons ouverte ici, comme nous avons déjà ouvert celle de Goma, nous l'avons nommée la clinique oncologique du pasteur, compte tenu de grand nombre de pasteurs que nous avons soignés à Goma et dans le Nord Kivu. Alors, je disais, à quel moment un homme peut-il s'inquiéter ou consulter un urologue? Vous avez dit que vous avez mis en place une clinique. À quel moment l'homme peut venir vous consulter? Nous prenons un âge moyen d'à partir de 40 ans. Nous n'allons pas prendre toute la littérature qui avance les chiffres à 30 ans. Mais aussi, ce n'est pas surtout un urologue qui doit faire le premier diagnostic, madame, parce que les urologues, ils ne sont pas partout dans ce pays. Je suis en train de prendre l'exemple de la ville que je connais bien, Goma. Il n'y a pas d'urologue là-bas. Où vont-ils aller? La première personne à qui on doit aller se pointer, c'est toujours le médecin généraliste. Et il doit faire certaines analyses. Et encore une fois, ici, nous devons prendre et tirer l'alarme que nos tabous et nos limites ne doivent pas être une source pour laquelle nous devons mourir. Donc, il y a un généraliste qui est là. Quand on lui donne les informations qu'il a, la première chose qu'il va faire, c'est quoi? C'est de mettre une sonde vésicale dans la vessie pour faire que l'urine puisse partir. Et puis, bon, il va faire certains examens. Il va envoyer maintenant le malade vers le spécialiste, l'urologue ou bien un oncologue, un cancérologue. Et quel est l'examen qui est recommandé pour le diagnostic du cancer de prostate? Oui, pour le diagnostic du cancer de prostate, il y a quelques éléments dont je vais vous en parler tout de suite et répondre à votre question, madame. La première chose, si un patient sent qu'il a un problème d'urine, que l'urine ne sort plus avec un grand jet, qu'il sort maintenant à compte-gouttes, il ne doit pas attendre jusqu'à ce que l'urine puisse stopper, parce que là, c'est une question de vie ou de mort qui peut détruire les organes pour rien. Et puis, c'est une souffrance inutile. La deuxième chose, c'est que s'il voit que le jet est en train de diminuer, ou bien quand il a fini d'uriner, l'urine continue toujours à sortir sans même son contrôle, là, il y a un problème qui est là. Mais aussi, on n'a pas souligné un autre problème, c'est l'impuissance sexuelle, madame. Le cancer de prostate génère aussi, influence aussi les nerfs qui contrôlent l'impuissance. Et encore une fois, si la prostate est en train de se fermer, on appelle ça une éjaculation rétrograde. Cela signifie que quand l'homme arrive au moment où le liquide spermatique doit sortir dehors, il ne sort pas ou bien une grande quantité. Le reste rentre où ça? Dans la vessie. Pourquoi? Parce que la prostate, elle est condensée. Alors, il faut voir quel médecin. Le médecin généraliste, et il vient, il vous pose certaines questions. La première chose, c'est qu'il va faire ce qu'on appelle les touchés rectales. C'est quoi? Il va mettre un gant, il va y mettre un produit lubrifiant parce qu'on ne peut pas le faire sans cela. Il va passer par le chemin le plus bas de notre système digestif qu'on appelle l'anus parce que la prostate se trouve derrière, non loin du rectum. On peut le palper et pour savoir à peu près la grandeur de la prostate et s'il y a encore ce sulcus qui est entre les deux lobes de la prostate, s'il est encore là. Et surtout, on peut encore tester le gruau qu'on trouve là-dedans. Mais cet examen-là, il est beaucoup plus subjectif. Il n'est pas vraiment 100% juste. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Avant qu'il ne puisse faire le toucher rectal, il va faire le contrôle d'une analyse qu'on appelle la PSA. C'est le prostate spécifique antigène qu'on trouve dans la prostate. Il est sécrété par la prostate, mais aussi avec d'autres organes. Alors, la norme, elle est à 4 nanogrammes pour millilitre. S'il est élevé au-delà de 4, il peut atteindre jusque 10. Et s'il dépasse 10, il est beaucoup plus probable que le cancer, il est là en train de se développer. Mais encore, il faut faire attention. La PSA, donc la prostate spécifique antigène, qui est sécrétée par la prostate, il n'est pas ipso facto synonyme. Il y a des gens qui en ont élevé. Par exemple, si vous faites le test du PSA après que l'homme ait fait la relation sexuelle, les jours qui va suivre, il sera élevé. Cela ne veut pas dire qu'il est malade. Ou bien d'autres hommes qui se touchent eux-mêmes dans leur douche, il entre au-dessus. Mais aussi les autres organes, ils le sécrètent aussi. Donc, il n'est pas le seul qui est là. Il donne une aperçu général.
Il y a l'échographie qui doit suivre. On doit faire ou bien la échographie transrectale, une sonde qu'on fait entrer dans le côté de l'anus, mais on peut faire encore aussi une échographie abdominale pour voir si les griots sont là. Mais on peut encore prendre une biopsie qu'on appelle le test, le nom, le mot là, ça viendra. Je vais revenir, qui est un chiffre qui va jusqu'à 6, qui prend les cellules les plus touchées et les moins touchées. Et on fait une sommation. La somme doit être en dessous de 6. Et s'il dépasse 7, 10, Gleason, on l'appelle ça le test de Gleason. Et s'il dépasse les 7, alors là, la maladie est en train de se développer. Tout ça, on doit prendre ça en considération. Et les biopsies qui sont prises, ils sont vus au microscope pour voir de quelle sorte de cancer il s'agit. Parce que le cancer de la prostate, c'est un ensemble de plusieurs cancers qui se mettent ensemble. Mais le plus prominent, c'est l'adénocarcinome de la prostate. Et comment se présente le traitement? Est-ce qu'il est coûteux? Le traitement, madame, il se fait à 4 volets. En général, c'est quoi? Si on vient de diagnostiquer que le cancer de prostate, il est là. Le premier volet qui est là, et celui qui est beaucoup plus aidant, c'est la prostatectomie. Donc, on met d'abord la sonde et puis on enlève la prostate. Mais en enlevant la prostate, on risque, et encore, il y a un grand risque de toucher le muscle sphincter interne dont je parlais tout au début de cette émission. Alors, c'est lui qui contrôle l'urine. Alors, il y a beaucoup de malheurs pour qu'après l'ablation de la prostate, après avoir enlevé la prostate par le chirurgien, il ne doit pas être nécessairement un urologue. Je vois les chirurgiens le font, les urologues le font aussi, etc., qui s'ensuivent une incontinence urinaire, madame. Le malade n'est pas à mesure de contenir l'urine. L'urine passe sans contrôle. Et puis c'est l'odeur qui s'ensuit. On est obligé de lui laisser la sonde et cela c'est pour toute la vie. Ça ne se laisse pas corriger facilement. Il y a l'incontinence. Bien sûr qu'il y a des exercices qu'on appelle les biofeedback qui disent qu'il faut contracter les muscles du périnée après l'opération. Bon, c'est effectif, ce n'est pas effectif, on ne sait pas. Mais en réalité, l'opération, ce n'est pas une bonne option. La deuxième, c'est l'hormonothérapie. Elle est instituée dans les années 1945 ou 80, entre cette étape-là où elle a pris de l'ampleur. Alors, on donne, c'est quoi? On fait comme une castration médicamenteuse, parce que dans les temps, on faisait une castration. Une castration, c'est quoi? C'est le fait d'enlever les testicules. Nous le voyons chez les animaux. Quand on veut qu'une vache devienne plus grosse, qu'elle puisse avoir beaucoup plus de graisse, on lui enlève les testicules pour qu'on puisse aller le vendre ou le mettre à l'abattoir. Eh bien, nous sommes des humains, nous sommes aussi de la même façon. Alors, alors après avoir donné des hormones qui bloquent la testostérone, eh bien, les hormones féminines prennent le dessus parce que l'homme et la femme, ils ont presque les mêmes hormones, mais ils sont beaucoup plus dominants. Ceux qui sont masculins chez l'homme et plus dominants, ceux qui sont dominants chez la femme. Il y a le FSH et LH qui viennent de l'hypophyse, qui sont les mêmes chez l'homme et la femme. On peut dire que l'homme est venu de la femme, et c'est tout à fait vrai aussi. L'homme, c'est une femme. Alors, quand on bloque les hormones qui font que l'homme soit homme, il devient femme de sa nature humaine. Cela veut dire quoi? Il y a les seins qui commencent à pousser. Nous l'avons vu plusieurs fois. Un homme qui a des grands seins, le bassin commence à être plus large. Il devient à être beaucoup plus graisseux, s'il faut le dire. La peau devient plus lisse comme la peau des femmes. La voix devient trop petite comme la voix d'un enfant. Et puis, bon, ce qui est encore plus grave, c'est l'humeur, c'est le caractère psychique de l'homme. Et il pleurniche presque à tout moment. Je ne dis pas que les femmes pleurnichent à tout moment, mais c'est une constatation qu'on a fait. Ils changent d'humeur, ils tombent dans la dépression parce on leur a privé de leurs hormones. Madame, c'est comme si on prenait une femme qu'on mettait dans un corps d'un homme. Ça ne marchera pas. Alors, cela ne guérit pas le cancer, mais il peut seulement prolonger le temps de survie. La troisième thérapie, c'est la radiothérapie, madame. Nous n'en avons pas au Congo, nous n'avons qu'un seul qui est ici à Kinshasa. Le Congo, il est grand. L'Afrique, elle est grande. On n'en a tout pas partout. Mais la radiothérapie consiste à bombarder les cellules cancéreuses pour les détruire, mais il a des effets secondaires terribles, nocifs.
La radiothérapie crée aussi d'autres cancers après le traitement. Ça, on ne peut pas oublier de le dire. La deuxième chose aussi, c'est que elle parvient à détruire les entrées, surtout de la vessie, de l'urine dans la vessie, les ouvertures inférieures des urètres dans la vessie. Il y a des sténoses là-dedans, mais il y a aussi l'incontinence fécale qui s'ensuit et bien sûr l'incontinence urinaire. Mais dans tous ces traitements-là, il y a l'impuissance sexuelle qui est là. L'homme devient comme le frère de sa femme dans sa maison. Il n'est plus ce qu'il est comme homme, mais ce qu'il est, s'il a encore l'incontinence, il commence à se promener partout avec une poche d'urine, avec l'odeur qui est là, et cela ne marche pas. Alors, nous avons trouvé un protocole avec lequel nous avons travaillé ensemble avec mes amis en Allemagne. Je suis chercheur scientifique, je possède un patent, un brevet scientifique que j'ai obtenu à Munich, en Allemagne. Et on a travaillé sur ça et aussi sur d'autres produits qu'on a mis sur place. Il y a un protocole qui marche, madame, qui fait qu'on peut traiter le cancer de prostate et il guérit. Et il guérit définitivement sans tenir compte des effets secondaires qu'il y en a. Les effets secondaires sont vraiment minimes. Le cancer disparaît. J'allais venir aujourd'hui avec un témoin que nous avons soigné jusque-là, qui a un cancer de prostate qui était très, très avancé, qui avait déjà infiltré jusque dans la vessie et dans les os. Le cancer a disparu par ce protocole-là. Mais vous avez parlé de 4 traitements, mais quel est le meilleur? Oui, voilà, c'est celui-là que je suis en train de parler. Les 4, elles sont mauvaises parce qu'elles conduisent soit à l'impuissance sexuelle, soit à l'incontinence urinaire, soit aux deux à la fois, mais aussi à la dépravation. Ce qui tue les hommes dans l'hormonothérapie, c'est surtout le cœur qui fonctionne d'une façon anomalique. En anomalie qui fait que le cœur s'arrête et les gens meurent de ça. Nous connaissons beaucoup de gens qui sont morts par un traitement comme ça. L'opération, elle n'est pas bonne parce qu'elle conduit à l'impuissance sexuelle et à l'incontinence urinaire. L'hormonothérapie n'est pas bon, il change l'homme à une femme, ce qui est contre nature et qui tue l'homme. La radiothérapie, elle crée d'autres cancers, s'il faut le dire, mais aussi il fait des effets secondaires comme la sténose, comme l'incontinence urinaire et fécale qui s'ensuit. Alors, il y a une autre qu'on appelle la brachythérapie, qu'on n'en a pas au Congo, bien sûr qu'on a fait ça en Europe. Ce sont les petites cartouches de radioactifs qu'on introduit dans la prostate. Et au moins, ils ont moins d'effets secondaires qu'on puisse en parler avec l'autre. Mais nous avons un protocole qui marche, madame, il faut qu'on puisse le dire. Un protocole élaboré par vous? Nous avons élaboré ça avec nos amis allemands parce que j'ai passé presque toute ma vie en Allemagne et je suis scientifique. Et nous avons mis ça avec un groupe de chercheurs allemands et il fonctionne. Il consiste en quoi? Nous travaillons sur une cellule, parce que le cancer de la prostate se développe dans les cellules épithéliales des petits des canaux qui transportent la sécrétion prostatique vers l'urètre. C'est là où il commence. Alors là, il y a... En termes simples pour que les gens comprennent. Oui. Vous voulez dire? Je vais dire que le cancer débute à partir de la prostate, dans les canaux qui transportent la sécrétion de la prostate. Et nous, il y a une molécule là-bas qu'on appelle le LXR. Hein, c'est le lever X receptor. Alors, nous avons travaillé, il est modulateur de ces cellules-là qui font que le cancer puisse s'arrêter. Nous avons travaillé, et le protocole marche. Nous l'avons utilisé à Goma. Tous ceux que nous avons traités, ils ont été guéris. Tous. Nous en avons commencé en Europe. Le protocole-là, il marche et nous le faisons ici. Le témoin devrait être là, mais il a été empêché, n'a pas été là. Vous dites, vous le faites ici à Kinshasa? Ici à Kinshasa, oui. Dans notre clinique. Où précisément? Dans notre clinique se trouve à Gombe, en Ngaliema, à GB, à l'avenue Ongunda numéro 22 et dans le quartier Basoko, juste derrière la boutique Mango, si les gens peuvent connaître ça, non loin du Ropus Africas. Et ça fonctionne. Et il y a un numéro? Il y a un numéro de téléphone, si vous voulez. Oui, c'est le numéro 089 91 89 003. Alors, professeur, combien de cas vous avez déjà suivis dans l'application de votre protocole? Combien de personnes vous avez déjà pris en charge? Le protocole que nous avons mis sur place, nous l'avons commencé d'abord à partir d'Europe. Je ne peux pas dire avec exactitude les chiffres qui se font maintenant là-bas, parce que je ne suis plus là-bas. Il y a 2 ans que je suis déjà venu au Congo. Non, je parle de Kinshasa, la RDC. Non, la RDC en général. Nous avons une affaire de 45, 46 patients et qui ont été tous guéris. Ils sont là, ils ont des témoignages. Avant-hier, le gouverneur de Goma,
Il a organisé... Le gouverneur militaire de Goma. Il a initié une journée internationale contre les cancers. Et mon malade était là. Il est allé témoigner. Il a parlé de ces signes qu'il a vécu, qu'il a eu et comment il se porte aujourd'hui. Il se porte bien. Tous les malades se portent bien. Le mien serait ici aujourd'hui. Malheureusement, il était empêché par une incidence familiale incontournable et il n'est pas là. Peut-être que je viendrai avec lui un autre jour. Donc, vous confirmez aujourd'hui que l'on peut guérir du cancer de prostate? Oui, je l'ai dit à 100%. Compte tenu des analyses que nous avons et des réussites que nous avons, et c'est une nouvelle mondiale. Pourquoi? Parce que ce protocole-là fonctionne convenablement là où nous l'avons fait et ne tient pas compte de la race, et la race qui est noire, qui est beaucoup plus exposée. Ça veut dire quoi? Que c'est inutile et c'est aberrant, de se laisser... Vous voyez, madame, l'opération, c'est une blessure, il faut le dire. C'est une plaie, c'est une souffrance. Et puis les effets secondaires qui sont là. Je ne dis pas que les gens ne doivent pas se laisser opérer. Chacun peut aller se soigner comme il veut et là où il veut. Ça, c'est son problème. Mais il y a des solutions qui sont là parce que la science évolue. Et nous devons aller dans la même direction de la science. Donc, on peut éviter l'hormonothérapie ou bien si on l'a fait d'une façon un peu plus légère. Le protocole, l'opération, il n'est pas nécessaire, madame, parce que nous l'avons déjà vu, même dans les cas qui étaient beaucoup plus métastasés. Nous avons des témoignages. On est allé, qu'est-ce qu'on fait enfin, on fait la PSA au début, on fait les glyzones en cas de besoin, mais on fait l'échographie, on fait les traitements, et à la fin du traitement qui prend 21 jours, avec 10 jours de continu, où on met la vessie, on met le médicament dans la vessie et il infiltre dans la prostate et il arrête le cancer. Alors, peu importe le stade dans lequel le malade se présente, lorsqu'il est en stade final. Bon, le stade final, vous voyez, c'est quand le malade, il veut mourir. Il faut pas parler des extrêmes. Mais les cancers, le cancer en soi, de degré 3, même qui arrive jusqu'au degré 4 où il y a déjà des métastases, nous l'avons arrêté dans nos institutions et cela est prouvé. J'ai des documents, nous avons une documentation pour cela. Si quelqu'un est intéressé, il peut venir voir. On va lui donner toute la documentation parce que chaque médecin doit documenter le traitement de ses malades. Alors, et la PSA, après le traitement, il descend jusqu'à ce qu'il revienne dans le normal. Et l'échographie, après, il montre que les nodules ou bien les cellules cancéreuses ne sont plus dans la prostate et la personne se porte bien. L'urine devient normale, il pisse normalement, il dort très bien toute la vie et la maladie est arrêtée sans opération et torture. Mais il y a quand même des mesures d'accompagnement que vous avez mises en place. Nous faisons ça. Quand le malade il a été guéri, on ne le laisse pas à lui-même. Il y a des suivis qui se font. Il vient, on contrôle sa PSA, on fait l'échographie le premier mois, le troisième mois, le sixième mois. Et si après une année, il est bien, pourquoi le prendre encore en otage? On le laisse carrément tranquille. Mais est-ce qu'il y a un risque de récidive? Jusqu'à là, on n'a pas eu de récidive, madame. Alors, professeur, qu'est-ce qui adviendrait lorsque la prise en charge n'a pas été correcte? Là, je parle de façon générale. Lorsqu'on n'a pas été bien soigné, lorsque le cancer de la prostate n'a pas été bien pris en charge ou peut-être pris en charge très tard, oui. Qu'est-ce qui peut arriver aux malades? Vous voyez, madame, ce sont des changements irréversibles. La réparation du muscle sphincter interne est impossible, que personne ne vous trompe. Il peut qu'il ne trompe qui que ce soit. Ce n'est pas possible. Si nous parlons de l'hypertrophie bénigne de la prostate, là où on fait une intervention qu'on appelle TURP, s'il faut aussi dire en autre terme, où on fait entrer dans l'organe masculin c'est comme les frises avec une caméra qui prend les cellules extra qui se trouvent dans l'urètre tout autour de la prostate. Alors on peut obtenir une diminution de la grandeur de la prostate et l'urine peut passer. Mais si on avance un tout petit peu et c'était risque, on touche le muscle sphincter, c'est fini. Malgré que c'était seulement une hypertrophie bénigne de la prostate, ça devient un problème de toute la vie. Donc le patient, c'est rare qu'on puisse avoir des résultats qui sont probants. Bien sûr qu'il y a des chiffres statistiques qui donnent des différents chiffres que après 3 mois, après 6 mois, la situation revient. Oui, bon, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de chiffres qui sont corrects, qui sont à 100%. Mais l'incontinence sexuelle, elle est là. Il y a l'impuissance sexuelle qui est là. Souvent, il est définitif. Et ça, on ne peut plus en revenir. C'est pourquoi, à mon avis, et je le parle encore avec toute conscience, il est mieux d'aller dans la direction de la nouveauté de la science et de ne pas faire de dégâts irréversibles pour rien. Mais bien sûr, on peut laisser la sonde vésicale
en vie pour tous les malades, bon, ça va. Mais pour dire qu'on va remédier à 100%, il y a pour les puissances sexuelles, il y a des produits stimulants qui sont là, comme la Viagra et tous les autres, ils peuvent aider à certains moments. Mais la vie ne revient plus après l'opération comme avant l'opération, après le traitement comme après le traitement. Mais est-il possible de prévenir le cancer de prostate? Bien sûr, madame. Il y a des choses que nous pouvons faire et des choses que nous ne pouvons pas faire. Les Noirs, nous sommes des races noires, nous n'allons pas nous changer en Européens. La deuxième chose qui est là, c'est que nous devons prendre soin de lui-même. La vie de famille, de couple, doit prendre une autre ampleur. Les gens doivent être conscients de ce qui se passe dans les chambres. Et je le dis encore ici avec toute responsabilité, les femmes doivent, bon, s'il faut le dire peut-être par d'autres mots, elles doivent être ouvertes à la vie de couple, même à l'âge plus avancé, avec leur partenaire. Comment s'y prendre? Je crois qu'il y a des spécialistes dans ce domaine, des sexologues ou des psychologues qui peuvent encore aider les gens. Non, doivent être disponibles, si on peut le dire. Si on peut le dire. Parce que la femme peut penser, ah bon, na monisie, na la kisie, kenga na la kanayete, bon, amonanga kenga penaza gang. Bon, oui, bien sûr, c'est ça. Mais quand le mari sera malade, il aura besoin d'être soigné. C'est votre budget familial qui va là-bas. Et puis, s'il n'y a pas de contradiction, de contre-indications, bien sûr, il y a des femmes qui ne peuvent pas s'accoupler, c'est tout à fait correctement aussi. Il y a des maladies qui peuvent le faire, les coxarthroses et toutes les autres choses. Mais ça, c'est un peu des trucs. Donc, la vie familiale doit être bonne, une bonne prévention. La deuxième chose, c'est que l'alimentation doit être là, qu'on arrête de consommer du n'importe quoi. Les huiles et surtout le lait. Le lait a un effet nocif sur l'organisme. Là-dedans, il y a les perturbateurs hormonaux qui sont là. Madame, le lait que nous consommons, il vient généralement d'Europe, où les vaches sont des vaches laitières. Une vache laitière, elle est à mesure de produire du lait 365 jours par an et toute sa vie. Si on prend une vache comme une femme, parce que tout ce sont des mammifères, je n'ai jamais vu une femme qui produit du lait toute sa vie de ses seins. Jamais. Les femmes n'ont le lait seulement que quand elles ont des enfants. Les chèvres, j'ai grandi au village, là où je suis né, à l'est du pays. À Isiro, je suis né, mais j'ai grandi dans le Kivu et après je suis parti en Europe. J'ai toujours vu que les chèvres qui sont là en prédominance, elles n'ont du lait que quand elles ont des enfants. Mais ces vaches-là, elles produisent beaucoup. Pourquoi le lait à tout moment? Parce que ils sont stimulés par des hormones, ils sont stimulés par des antibiotiques, ils ont des antibiotiques, il y a des pesticides, il y a des herbicides, des toxiques qu'on trouve dans notre alimentation. Les aliments les meilleurs, ce sont les aliments qu'on trouve dans la nature. Nous sommes encore contents qu'on peut encore aller dans les Andes là-bas, aller acheter les ndunda et les makemba et les tout qui sont naturels. Je ne dis pas que les produits, je ne suis pas en train de faire la campagne contre les supermarchés ou bien ceux qui vendent des produits après transformation. Mais là-dedans, il y a beaucoup de produits qui ne sont pas compatibles à notre organisme. Il faut apprendre avec modération. La troisième chose, madame, c'est le sport. La plupart des gens que vous voyez ici, ils s'assoient devant la télévision du matin jusqu'au soir. Et il ne faut que s'endoctriner et s'embourber avec les telenovelas. Ce n'est pas ça. Nous voyons les grands présidents de ce monde. Vous voyez Obama. Vous voyez Sarkozy, vous voyez le président de la France actuel, tous les présidents du monde, ou bien les gens qui ont l'argent, Bill Gates et tous les autres, Zuckerberg. Quand ils se mettent, ils se réveillent le matin, la première chose qu'ils font, c'est le sport. Ils savent au moins l'organisme et leur santé, c'est là. Il peut avoir tout l'argent qu'il a. Mais je sais que la plupart des gens politiques, ils sont conscients de ça, parce qu'ils savent qu'il a une bonne responsabilité, une grande responsabilité. Il doit avoir l'esprit clair. Il doit se détoxiquer par le sport. Et c'est là où ils sont conscients. Et nos hommes doivent être aussi conscients de ça, madame. Les femmes doivent mobiliser leurs hommes à aller faire le sport. Pourquoi pas ne pas aller le faire en famille? On peut aller courir tout au long de la route quand les embouteillages de Kinshasa sont déjà un peu descendus. Bien sûr, avec la pollution, ce n'est pas fait, ce n'est pas convenable. Mais le samedi, nous sommes venus, comme je suis à GB, je suis venu ici. Bon, la route était un peu fluide, mais je n'ai vu personne qui courait, madame. Personne. Peut-être qu'ils avaient couru avant que moi je ne puisse passer par là, mais je suis passé vers 8 heures. Peut-être qu'ils le font à 5 heures, à 6 heures du matin. Mais je n'ai vu personne qui courait. Alors que si vous allez à Goma, ça je vais vous le dire, à 5h30, à 6h30 du matin, vous voyez les jeunes gens qui courent et les gens qui courent aussi. Je ne vais pas dire que Goma c'est le paradis, mais il y a des gens qui ont pris conscience dans ce pays et je crois que c'est encourageant. Professeur, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On termine déjà. Vous avez un dernier message à lancer. Oui. Je voudrais parler de la prophylaxie.
il faut faire attention les hommes. Le cancer de la prostate vous tue. C'est le premier cancer des hommes. Après ça vient le cancer des poumons. Mais celui qui est bien sûr mortel, c'est celui des poumons. Et nous sommes heureux dans notre pays parce qu'on ne fume peu, parce que les églises ont pris de l'ampleur et nous sommes reconnaissants cela. Donc les hommes doivent être conscients et aller se diagnostiquer bien avant, parce que le cancer ne fait pas mal. Mais quand il commence à causer des douleurs, c'est qu'il s'est déjà métastasé au niveau des os ou bien des nerfs. Et on est déjà un pied dedans pour aller mourir. Et le traitement, souvent, il vient trop tard parce que la personne est venue voir le médecin avec un grand retard. Donc, faisons-nous dépister. Notre clinique, elle est prête pour le faire. Nous sommes prêts pour vous accueillir. Le numéro de téléphone, vous l'avez eu. Appelez, venez faire le dépistage. Ça coûte moins d'argent. On a même fait payer les frais. On a fait baisser les frais de consultation pour favoriser le plus grand nombre de gens qui sont dans notre pays. Parce que, vous voyez, madame, le problème que nous menons ici, c'est pour prévenir les maladies, pour faire que notre population puisse vivre le plus longtemps possible et être en bonne santé. Et non pas un homme qui est assis dans le fauteuil toute sa vie avec une sonde vésicale, avec l'urine qui lui fait détruire toute la vie parce qu'il passe à côté avec les ordres qui s'en suivent. Ce n'est pas permis dans notre monde. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'adresse de la clinique et le numéro de contact? Oui, la clinique se trouve à GB. On appelle ça avenue Ongunda, numéro 22. C'est dans le quartier Basoko, en Ngaliema. C'est une petite ruelle qu'on trouve qui passe. Il y a des motards là-bas. Il y a la rue de l'OIA qui va vers Mango, ou bien vers il y a des supermarchés qui sont là-bas. Il y a l'autre qui va vers Willery et l'autre qui descend vers Ngaliema et l'autre qui va vers Sozamat. Sosimat. Alors c'est la petite rue qui est juste, quand on veut sortir du rond-point, elle monte au-dessus. Il y a l'église des Zambemalam qui est là sur cette rue-là. Il faut monter seulement et à quelques 300 mètres, la clinique se trouvera à droite, à l'avenue Ongunda numéro 22, dans GB et en Ngaliema. Le numéro de téléphone? Le numéro de téléphone, je le répète encore, c'est le 089 91 89 003. Merci beaucoup, professeur. Je pense que l'alerte a été lancée. Oui. Je pense que ceux qui sont conscients de leur vie et qui veulent vivre heureux sur la terre doivent apprendre conscience. Et non pas seulement les hommes. Le malheur de l'homme, c'est aussi le malheur de sa femme, de ses enfants, de la famille et de la société tout entière et de notre pays tout entier. Et ce n'est pas suffisant que nous mourons de guerre, mais il est aussi important que nous puissions nous protéger nous-mêmes. Je vous remercie, madame. Voilà, c'est la fin de cette émission. Fidèles auditeurs, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Nous avons parlé aujourd'hui du cancer de prostate, les causes, les symptômes et même la prise en charge. L'invité, c'était donc le professeur Christophe Sivanzere, qui est oncologue et chercheur scientifique. L'invité du jour a tiré la sonnette d'alarme sur la maladie qui constitue un réel problème de santé publique en RDC. Malheureusement, au pays, il n'y a donc pas de chiffres. Il est donc difficile de connaître l'épidémiologie de la maladie, mais lorsque vous constatez que vous urinez beaucoup, surtout la nuit, lorsque vous constatez du sang dans les urines ou bien du sang dans les spermes ou que votre force sexuelle s'affaiblit, en tout cas, il faudrait consulter un spécialiste. Voilà. Les hommes doivent prendre conscience que la maladie, le cancer de la prostate existe et qu'il est suivi, il est pris en charge. C'est fini. C'est par ici que nous bouclons cette émission. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné. Merci à Miguel Mena. Merci à Patrick Mongongo. Merci encore à vous, professeurs, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci. Je vous dis au revoir et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. En attendant, prenez soin de vous. Maman, viens voir. Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo@gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM à la toute d'une grande.